Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un roman qui s'intitule L'Atlantide. C'est un roman de Pierre Benoît paru en 1919. Le capitaine de Saint-Avit doit bientôt arriver au poste d'Assy-Inifel. Les gens ont peur de cette venue car cet homme a apparemment tué le capitaine Morange. Une fois arrivé au poste, Saint-Avit va souvent dans le désert et il y reste de plus en plus longtemps. Il raconte son histoire au lieutenant Ferrière. Il y a quelques années, Saint-Avit devait se rendre seul dans le Hogar, mais on lui a collé un compagnon, le capitaine Morange. Dans le désert, un orage se produit avec des pluies diluviennes. Pour ne pas finir noyés, ils se réfugient en hauteur dans une grotte. Ils y découvrent des inscriptions bizarres que Morange arrive à traduire. Le nom d'Antinéa serait marqué. Les deux hommes trouvent un chameau et un homme en train de se noyer. Morange sauve cet homme qui est un Targhee. Morange veut faire route seul, car l'homme lui a indiqué d'autres endroits où il y aurait des inscriptions. Saint-Avit l'accompagne. Le guide meurt empoisonné avant d'avoir pu dire ce qui lui faisait tellement peur chez le Targhee. Le Targhee leur montre une grotte où il y aurait encore ces inscriptions. Morange allume des herbes pour y voir clair. Ce n'est que trop tard qu'ils s'aperçoivent que c'est du hashish. Morange remarque que sur la pipe du Targhee il y a un M qui correspond au nom de Mason. Après une attaque des Targhee, le capitaine Mason, pour se défendre, a coupé 3 doigts à Sheger Ben-Sheikh. Après la mort du capitaine, Sheger Ben-Sheikh lui aurait volé cette pipe. Morange remarque qu'il manque 3 doigts à cet homme, le Targhee et donc Sheger Ben-Sheikh. Morange et Saint-Avit se réveillent dans un endroit merveilleux. Cet endroit s'appelle l'Atlantide et est principalement composé de Monsieur le Maige, du révérend Spardek et du comte Bielowski, autrement appelé l'Hetman de Jitomir. Monsieur le Maige leur indique qu'ils sont retenus par Antinéa, la petite fille de Neptune. L'Atlantide est entourée d'enceintes de mer et de terre. Ils vont dans la salle de marbre rouge où ils voient des statues comportant des noms d'individus qu'ils ont connus et que l'on croyait disparus. Il y a les corps morts à l'intérieur de cette coque d'orichalque. Ils sont tous morts d'amour. Antinéa fait cela pour se venger du clivage qu'il y a depuis toujours entre les hommes et les femmes. Saint-Avit rencontre rapidement Antinéa. Tanit-Zerga l'emmène à sa chambre. Le lendemain, Saint-Avit rencontre Morange à la bibliothèque. Morange a pour objectif de résister à Antinéa pour ne pas mourir. Morange est emmené à Antinéa. Saint-Avit se retrouve avec Monsieur le Maige, Spardek et l'Hetman. Ils jouent et boivent. L'Hetman raconte son histoire. Il avait une copine qui s'appelait Clémentine. Il a été chargé par Louis-Napoléon Bonaparte de réceptionner des imams. Clémentine vient au dîner et un imam lui propose de se marier avec elle, ce qu'elle accepte car cela lui donne du prestige. La manucure renseigne Saint-Avit. Tous les individus meurent d'amour. Une fois qu'Antinéa les lâche pour un autre homme, les individus ne le supportent pas et ils meurent, par exemple de trop fumer, d'insomnie, de faim ou encore de folie. Douglas Kane a tenu 1 an avec Antinéa. Quand il s'est fait congédier, il s'est fracassé le crâne avec le marteau d'argent qui sert de timbre et il a ensuite sauté par la fenêtre. Saint-Avit ne revoit plus Morange et Antinéa a refusé des hommes, ce qui signifie que Antinéa est amoureuse. À son réveil, Saint-Avit voit Tanit-Zerga avec le guépard d'Antinéa et une mangouste. Tanit-Zerga dit être né à Gao. Un jour, des Touaregs ont pris d'assaut leur village et les ont emmenés pour être traités comme des esclaves. Ces Touaregs ont été attaqués par d'autres Touaregs. Ensuite, Tanit-Zerga a été mené à Antinéa. Au moment où Tanit-Zerga s'en va de sa chambre, Saint-Avit laisse le guépard chez lui. Il s'en sert pour se guider dans les couloirs car il sait que le guépard veut revoir Antinéa. Saint-Avit observe Antinéa qui a une conversation avec Morange.
Puisqu'Antinéa n'a rien pu obtenir de Morange, qui ne demandait qu'à revoir son ami, elle veut les libérer tous deux le lendemain. Morange lui dit que si elle les laisse sortir, il enverra une armée contre elle. Antinéa veut les faire mourir tous les deux. Quand Morange part, Saint-Avit va dans les bras d'Antinéa. Fou d'amour, Saint-Avit lui dit qu'il fera tout ce qu'elle veut. Antinéa le pousse à tuer Morange avec le marteau d'argent. Le lendemain, quand Saint-Avit se rend compte de ce qu'il a fait, il essaie de tuer Antinéa avec un poignard, mais il n'y arrive pas. Tanit-Zerga propose à Saint-Avit de s'enfuir. Shegher-Ben-Shek les surprend et les aide dans leur fuite, car ainsi il aura fait une bonne action pour Dieu. Il leur dit qu'il faut emprunter la route la plus dure, car c'est là où les individus ne penseront pas les chercher. Durant le voyage, le chameau meurt. Il continue à pied et cette fois-ci, c'est Tanit-Zerga qui meurt. Saint-Avit est ramené par une arca. Lors d'un enterrement, il remarque que les individus prennent n'importe quel prétexte pour ne pas y assister et que cet enterrement est miséreux. Il se rend compte que sa vie avec Antinéa serait meilleure. Il repart au Gard pour la retrouver. Au poste, Shegher-Ben-Shek vient le chercher. On a Morange, qui est l'homme fort. C'est le seul homme connu qui a résisté à Antinéa. Il a préféré demander son ami plutôt que de succomber à l'amour de cette femme. Car Morange lui résiste, c'est peut-être pour cela qu'Antinéa tombe amoureuse de lui. L'homme faible, c'est Saint-Avit. Il succombe à Antinéa et en plus il tue son ami. Il s'enfuit avec Tanit-Zerga, mais sans vraiment l'apprécier. Il la trouve jolie, mais il n'écoute pas son histoire. Avec Morange et Saint-Avit, nous avons deux portraits d'hommes complètement différents. Morange est un homme savant qui sait lire les différentes inscriptions, il a des connaissances calées dans la géographie et aussi dans la littérature. Il est le seul à satisfaire intellectuellement un peu Monsieur le Maige, qui est un érudit. Morange aime la compagnie, il est agréable à vivre. Il est curieux aussi car il est entêté dans sa recherche des inscriptions. Saint-Avit est un homme qui aime la solitude. Ainsi, quand il apprend que Morange va participer à son expédition, cela ne le satisfait pas. Il a moins de connaissances que Morange. Il a du mal à garder son sang-froid face aux gens. C'est lui qui se battra ou se fera blesser par le guépard ou les targuis. Ce n'est pas Morange qui, lui, maîtrise plus ses actes et ses paroles. Saint-Avit a vu Antinéa. C'est pour cela qu'une fois dans le monde extérieur, il ne peut plus s'en passer. Lors de l'enterrement misérable, il pense au bonheur que ce serait de vivre avec Antinéa et de mourir embaumé où des personnes prendront bien soin de son corps. Comme l'a prédit le Targui, Saint-Avit finit par revenir à l'Atlantide. Il en ressent même un manque quand il va dans le désert comme un fou pour chercher cet endroit qu'il n'arrive pas à retrouver seul. C'est un peu comme si Antinéa avait empoisonné Saint-Avit et que maintenant que ce poison est diffusé dans son corps, il ne peut plus vivre sans elle. Finalement, sa fuite n'aura été là que pour se voiler la face. Sa fuite correspond à peu près à l'action de Morange. Ils ont refusé ou quitté une femme, ils ne sont pas restés sous son charme. Cependant, Saint-Avit sera plus faible, puisque quelques années plus tard, il la retrouvera. On peut se demander ce qu'a Antinéa de si spécial. Elle est belle, mais il y a des femmes qui sont également belles à l'extérieur. Elle n'a pas l'air d'avoir de super pouvoirs. Elle provient d'une descendance de Neptune, mais on n'en est même pas sûr. Comme le dit Saint-Avit, elle pourrait aussi bien être la fille d'une prostituée. Elle a des connaissances, comme quand elle connaît la ville de naissance de Saint-Avit. Cette femme n'a rien d'extraordinaire, et pourtant tous les hommes l'aiment, et on se demande bien pourquoi. Seul Morange arrive à lui résister, mais résister veut bien dire qu'il est tout de même attiré par elle. Il a besoin de faire un effort pour ne pas finir dans ses bras. Ce pouvoir qu'elle a sur les hommes est incompréhensible. Tout se passe comme Antinéa le veut. Le seul hic, c'est Morange, qui vient casser toute cette chaîne. Si Saint-Avit avait été seul, il aurait succombé et serait mort de désespoir une fois qu'Antinéa l'aurait jeté. La chaîne aurait été ainsi non interrompue. Au lieu de faire une chaîne lisse, il y a maintenant un triangle. Il y a Morange qui a du pouvoir sur Antinéa, il y a Antinéa qui a du pouvoir sur Saint-Avit, et Saint-Avit qui a du pouvoir sur Morange puisqu'il le tue. C'est la première fois où Antinéa n'a pas tout ce qu'elle veut.
Le physique des hommes n'a rien à voir avec leur résistance. Ainsi, le petit Caïn est celui qui a eu la relation la plus longue avec Antinéa. C'est lui aussi qui a eu le suicide le plus violent et le plus sanglant. Antinéa a cette capacité de rendre les hommes fous au pied de la lettre. Sous son ordre, Saint-Avit est prêt à faire n'importe quoi. Quand les hommes sont avec elle, ils oublient tout, jusqu'à la famille et la patrie. Une fois qu'elle n'est plus avec eux, au lieu de rester tranquille et de survivre, ils se suicident de manière plus ou moins barbare. Avec Antinéa, les autres femmes sont oubliées. Il y a la manucure et les servantes d'Antinéa, mais on n'en parle quasiment jamais. Seule Tanit Zerga arrive à se dégager du lot. Elle croit que Saint-Avit est différent, car il a essayé de tuer Antinéa, et parce qu'il se rappelle de son nom, chose que les autres auparavant ne faisaient pas. Tanit Zerga est un peu jalouse d'Antinéa, car déjà elle éclipse sa beauté et le charme de Tanit Zerga qui aimerait bien retenir un peu l'attention. Cette inimitié tient aussi du fait que Tanit Zerga n'est pas née esclave. Elle était la fille d'un chef réputé de son village. Elle n'est devenue esclave qu'à la suite de ses enlèvements. Antinéa ne lui redonne pas la place qu'avait autrefois Tanit Zerga. Elle restera son esclave, et qui plus est, elle est enfermée dans l'Atlantide et elle ne peut pas revoir Gao. Et elle, interrogeai-je timidement. Il eut un sourire de triomphe. Triomphe de m'avoir ainsi conduit à ne plus songer ni à Morange ni à son crime. Triomphe de sentir qu'il était parvenu à m'inoculer sa folie. Elle, dit-elle, elle, depuis 6 ans je ne sais plus rien d'elle, mais je la vois, je lui parle. Je songe à l'instant où je paraîtrai de nouveau en sa présence. Je me jetterai à ses pieds et lui dirai seulement « Pardonne, j'ai pu m'insurger sous ta loi, je n'ai pas compris, maintenant je sais, et tu vois, comme le lieutenant Ghiberti, je reviens. » Famille, honneur, patrie, disait le vieux Lemège, vous oublierez tout pour elle. Le vieux Lemège est un homme stupide, mais il parlait par expérience. Il savait ce qu'avait pesé devant Antinéa la volonté des 50 fantômes de la salle de marbre rouge. Et maintenant, me diras-tu à ton tour, cette femme, qui est-elle au juste? Le sais-je bien moi-même? Et d'ailleurs, que m'importe son passé et le mystère de ses origines, qu'elle soit la descendante avérée du dieu des mers et des sublimes Lagides, ou la bâtarde d'un ivrogne polonais et d'une fille du quartier Marbeuf. Ces détails ont pu, à l'époque où j'eus la faiblesse d'être jaloux de Morange, intéresser le ridicule amour-propre que les gens civilisés mêlent sans cesse aux choses de la passion. Mais j'ai tenu dans mes bras le corps d'Antinéa. Je ne veux plus rien savoir d'autre, ni si les champs fleurissent, ni ce qu'il adviendra du simulacre humain. Je ne veux pas le savoir, ou plutôt c'est parce que j'ai une vision trop exacte de cet avenir que je prétends m'anéantir dans la seule destinée qui en vaille la peine, une nature insondée et vierge, un amour mystérieux.